Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode de la série HO. Le film d'aujourd'hui, non, la série s'appelle Titans. Elle a été créée par Greg Berlanti, Akiva Goldsman, Jeff Jones et Sarah Schechter, mais le vrai showrunner de la série est en fait Greg Berlanti. Elle a été disponible à la diffusion à partir du 11 janvier 2019 sur Netflix. Je l'ai vue à la télévision et en version originale. Alors, pourquoi j'avais envie de vous parler de cette série ? Je vais y venir bientôt, parce que, en fait, je ne pensais pas au départ regarder spécialement cette série. C'est ma compagne qui me l'a fait découvrir, et je me suis rendu compte qu'elle avait beaucoup de choses intéressantes, notamment sa forme et ce qu'elle apporte aux séries de super-héros à la télévision, je trouve. Et c'est plutôt une bonne chose en fait, elle fait partie d'une mouvance comme ça qui fait plutôt plaisir sur l'évolution, la maturité, mais aussi la liberté créative que sont en train de prendre réellement les chaînes de télévision, notamment parce qu'il y a de plus en plus d'offres, les canaux de télévision, mais maintenant grâce à Netflix, entre autres, ou à cause de Netflix, les réseaux aussi de téléchargement audiovisuel qui sont devenus payants, qui sont devenus de plus en plus présents, de plus en plus de services sont en train d'éclater et d'exploser depuis le succès de Netflix, hein, en partant évidemment de Netflix, mais en allant vers maintenant le Disney Streaming, qui va bientôt être mis en place ou qui est déjà commencé à exister aux États-Unis, et en parallèle, et ce dont on va parler aujourd'hui, le DC Universe, qui va être lui aussi un service de streaming, mais je vais y revenir après. Je voulais juste d'abord commencer en vous présentant Greg Berlanti, parce que, bon, déjà soyons honnêtes, je connais très peu le gars, donc c'est pas spécialement quelqu'un qui m'intéresse, parce que tout simplement sa filmographie est très très riche au niveau de séries télé, et ça n'a jamais été des séries télé que j'ai regardées auxquelles j'ai spécialement accroché, honnêtement. Il a réalisé quelques films, hein, il a écrit quelques scénarios, notamment les scénarios des pas terribles du tout Green Lantern, cet échec terrible de Ryan Reynolds notamment, mais aussi de Martin Campbell, de La colère des titans, entre autres. Et il a aussi par contre il a par contre scénarisé plusieurs épisodes de la série Dawson's Creek, que j'avais vu à l'époque quand j'étais gamin, quand j'étais ado, et il est surtout connu maintenant pour avoir notamment produit, je crois, si je dis pas de bêtises, réalisé, produit et scénarisé la série Arrow, ainsi que les séries dérivées entre guillemets de ce qu'on a appelé le Arrowverse, Flash, qui en anglais, aux États-Unis s'appelle The Flash, Supergirl, Legends of Tomorrow, et aussi, si je ne dis pas de bêtises, Supergirl, je crois, ou je suis plus certain. En tout cas, voilà, il est beaucoup connu pour ça. C'est des séries qui ont une fanbase extrêmement forte et qui ont plutôt un gros succès. Et donc, il est aussi participant et scénariste de la série Titans et de son spin-off Doom Patrol, dont je reparlerai juste un peu après, parce que je n'ai pas encore vu. Et donc, il a beaucoup de séries comme ça de super-héros derrière lui. Je parle même pas de Black Lightning et autres. Bref, beaucoup de séries différentes avec des résultats et des succès divers et variés, mais un mec assez prolifique à la télévision. Et ce qui est intéressant, c'est de voir un petit peu l'évolution de son style, puisque je n'ai jamais regardé la série Arrow, donc si vous l'avez vu, vous allez probablement pouvoir me corriger, mais grosso modo, c'est des séries qui ont commencé aux alentours de 2010, Arrow en 2012, et qui avaient d'abord comme style d'être des séries en 24 épisodes relativement classiques, avec quelques épisodes déterminants sur l'intrame principale, et grosso modo essentiellement des épisodes filler, en général une bonne quinzaine d'épisodes filler pour 7 ou 8 épisodes déterminants sur la narration principale. Type de série qui marche encore très très bien. L'exemple chez Marvel de ça, c'est Agent of Shields, qui vient d'être renouvelé pour sa 7ème saison, et qui est un exemple parfait de ça. On a essentiellement des épisodes filler, et grosso modo à peu près 7 ou 8 épisodes, allez 10 quand on a de la chance, d'histoires réellement principales et qui font vraiment avancer l'intrigue. Mais la plupart du temps, on regarde ces séries-là un peu comme une chips, quoi, pour le plaisir. Tous les épisodes n'ont pas la même importance sur l'intrigue principale. Ça ne veut pas dire que le développement des personnages n'est pas intéressant, mais en gros, le public qui regarde en général ces séries-là, avec 24 épisodes, cherche plutôt des séries de détente ou des séries qui vont avoir une grande générosité en termes d'univers. Parce que par définition, tenir une seule intrigue sur 24 épisodes, c'est très compliqué. Je vous renvoie à la série, au défaut de la série 24 heures, au défaut de la série The Mentalist, par exemple, qui avait une intrigue de base extrêmement intéressante avec le tueur John le Rouge et le meurtre de la famille du héros, Patrick Jane, et qui diluait ça dans des intrigues et des intrigues et des intrigues autour de, grosso modo,
des petits amours de commissariat et des enquêtes. Ça ne veut pas dire que les séries étaient mauvaises, hein, je ne suis pas en train du tout de dire ça. Je dis juste que par définition, c'est beaucoup plus dur à tenir et que jusqu'à présent, on m'a pas présenté de série qui, plusieurs saisons de suite, arrive à tenir réellement une seule intrigue principale forte durant 24 épisodes. En général, elle finissait par s'y émietter, voire mettre cette intrigue en pause par différents stratagèmes. Ce qui est tout à fait normal, puisque pour tenir une tension, on n'est plus à l'époque de Dallas, quoi. Tu peux plus garder Dallas, vieille série télé française, non je déconne, vieille série télé américaine, qui avait cette capacité à diluer une seule intrigue principale, la guerre entre les Ewing et les, grosso modo, le reste du monde, les Barnes et tous les gens qui voulaient reprendre leur argent. Oui, je parle d'une époque, j'évoque une époque dorée là, où les gens, ce qu'ils aimaient regarder, c'était des riches. Donc, je sais pas si on le fait. Il y a encore beaucoup de séries comme ça qui sont aussi regardées que ça. Bon, bref, tout ça pour dire qu'ils pouvaient diluer tranquillement en étant très lent, en jouant presque le fait d'être un film à la télévision. Sur son intrigue principale, et c'est tout, grosso modo, avec quelques sens d'intrigue, mais finalement beaucoup moins que maintenant. Là maintenant, quand même, le rythme des séries a augmenté, évidemment, mais aussi la capacité de digestion du public à voir une série, à passer à autre chose, à demander d'autres séries, d'autres films, à être grosso modo presque, certains diront glouton, moi je dirais tout simplement avide de nouvelles visions culturelles, et de nouvelles idées d'histoire et d'univers imaginaire, ce que je comprends tout à fait. Moi, je fais pas un blog pour parler de ça. Si j'étais pas quelque part un peu glouton moi aussi de nouveaux éléments audiovisuels à chaque fois à voir, à réfléchir et à ressentir aussi. Donc tout ça pour dire, c'était un petit peu son style au départ à Greg Berlanti, donc avec Arrow, avec The Flash, qui sont des séries qui ont énormément de succès encore une fois, hein, mais qui ont ce défaut ou cette qualité de se diluer sur 24 épisodes. Et là donc Titans, c'est un peu bizarre en contraste parce que c'est une série dont la saison 1 ne fait que 8 épisodes. Pardon, 11 épisodes, excusez-moi, 11 épisodes. Et ça pour moi, c'est une grande qualité. C'est une grande qualité dans cette série, et ça parle bien, je trouve, d'un choix très fort qui a été fait sur cette série par DC Universe, donc les productions indirectement Warner Bros, mais les productions DC qui ont fait beaucoup plus de séries télé d'ailleurs que Marvel. Marvel qui débarque vraiment très tardivement dans l'univers de la série télé grand public, alors que DC a eu beaucoup de succès à la télé, souvent avec les séries autour notamment de Superman, entre autres. Et là en l'occurrence, on a pour le coup, je trouve, un choix très fort. On a beaucoup de séries. On a les séries Netflix de Marvel qui ont donc eu beaucoup de succès avec les formats en 13 épisodes et qui ont donc fait des choix dont j'ai parlé dans mes différentes critiques auxquelles je vous renvoie, puisque j'ai critiqué la plupart des saisons des séries Netflix Marvel qui, à l'heure où j'enregistre aujourd'hui, sont officiellement terminées, hein, puisque aucune série n'a été renouvelée pour une saison supplémentaire, que ce soit Jessica Jones, dont la saison 3 va être donc la dernière, et le Punisher, qui était donc aussi, vient de voir aussi sa dernière saison, avec la saison 2. Donc en l'occurrence, on avait Marvel qui avait fait ce choix très fort d'avoir un même univers cinématographique et télévisuel qui était donc en concordance et qui devait donc plus ou moins se répondre et être cohérent, ce qui est extrêmement difficile, et je suis sûr, j'ai jamais fait la chasse à ça. J'ai toujours trouvé que ça fonctionnait plus ou moins, honnêtement, hein. À part de grosses erreurs, si vous voulez voir une des grosses erreurs, par exemple, de l'univers Marvel, c'est Thor 2, Thor The Dark World, où on a une menace de niveau planétaire, et où aucun Avengers ne vient prêter main forte à Thor, sans aucune raison valable. Il n'y a aucune raison que les Avengers ne débarquent pas pour lui filer un coup de main à Londres à la fin du film quand ça part complètement en vrille. Oui, j'ai spoilé légèrement. Mais voilà, donc ça c'est des vrais problèmes de cohérence de l'univers. Mais c'est arrivé, je trouve, finalement assez rarement. Je n'ai pas assez regardé les séries comme Agent of S.H.I.E.L.D., qui est aussi supposé se passer dans le même univers, et qui, à mon avis, pose de gros problèmes de cohérence dans l'univers, parce que dès qu'on a 24 épisodes par saison, ça devient beaucoup trop difficile à faire tenir. Et j'ai déjà vu à gauche à droite des gens critiquer ça, et estimer que c'était un peu une fumisterie, et je pense que c'est vrai. Mais concernant les séries en 13 épisodes, qui avaient donc par définition un côté long film, je caricature parce que c'était pas aussi bon en termes de production que les films, mais il y avait une cohérence d'écriture par contre, je trouve, qui était assez inattaquable, et dont j'ai beaucoup apprécié le principe. Et je m'attendais à ce que DC suive un peu ce mouvement. Alors, c'était quoi le style un petit peu des séries Netflix Marvel ? C'était d'avoir des héros plus au niveau du sol,
qui en général sont confrontés à des problèmes moraux beaucoup plus sombres que ceux des films, même si je fais une grosse modération. Je suis en train de taffer dans ma tête, là, j'ai commencé un petit peu à écrire ma prochaine critique, je ferai probablement un après le film carrément dessus, je suis avec de l'image et tout, sur Civil War, qui est pour moi un ton et un truc très 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 particulier. C'est vraiment un film très étrange dans le MCU, dans le bon sens du terme, et qui franchit un cap de noirceur que aucun autre film du MCU, je trouve, a retrouvé ensuite. J'en parlerai à l'occasion. Mais globalement, on avait plutôt des films, on va dire, avec des enjeux parfois dramatiques forts. Hein. Je vous renvoie à Avengers Infinity War, si vous ne l'avez pas vu, je vous conseille de le voir, vous comprendrez où je veux en venir. Mais globalement, quelque chose d'assez positif. Or, dans les séries télé, on franchissait un cap de noirceur, même si ça se finissait... Oh, bah en fait, non, je ne peux même pas dire ça. Je ne peux même pas dire que ça finisse bien. C'est ça qui est cool, c'est qu'ils ont réussi à mettre vraiment quelque chose de gris, quoi. Par exemple, la saison 2 de Punisher, que je viens de voir, est-ce que la fin était vraiment un happy end ? C'est discutable. Franchement, c'est discutable. Mais je ferai une critique de toute façon des 2 saisons de Punisher prochainement, ne vous inquiétez pas. En l'occurrence, et j'expliquerai mon point de vue là-dessus. Mais tout ça pour dire, on avait un ton comme ça qui avait gagné en gris, voire carrément en ton déprimé. Et je m'attendais à ce que, habitué à ce que DC fasse plutôt des séries télé, on va dire, relativement bon enfant, je caricature parce qu'il y a des moments dramatiques forts et tout ça dans les séries, que ce soit Flash ou Arrow, hein. Vu comme les gens sont marqués sur Twitter, Instagram par certains éléments de cette série, je vais certainement pas critiquer ça et dire que c'est kitsch alors que j'ai pas assez vu, que je ne les ai pas vus, hein. Vraiment j'ai quasiment rien vu de ces séries-là. Nonobstant, il y avait une imagerie que je trouvais assez kitsch, les costumes des personnages, les effets spéciaux, tout est un petit peu cheap, je dis pas cheap en étant mauvais, mais un petit peu cheap, et ça renvoyait un peu à une série télé des années 90. Vous voyez, il y a un côté comme ça dans l'esthétique et dans l'imagerie, ça renvoie pour moi vraiment à quelque chose, un style un peu plus fantaisiste, un peu plus adolescent. Ça veut pas dire, encore une fois, que les intrigues pouvaient pas être adultes et très matures. Je connais pas assez les séries pour ça, mais le visuel me donnait cette impression-là. Et du coup, dans ma tête, DC s'était un petit peu arrêté sur ce style et était pas prêt à changer. Et là, débarque donc ce teaser très étrange, baptisé Titan, où on voit Robin, le bon vieux Robin de Batman, hein, éclater des mecs dans une ruelle et finir par dire « Fuck Batman ». Donc va te faire enculer Batman, hein, rien à branler de Batman, je l'emmerde. Très étrange, très étonnant, on n'avait jamais vu ce Robin-là à la télé. Moi j'avais vu un petit peu parce que je m'intéresse à l'univers du comics, qu'effectivement les différents Robins que Batman ont eu, il y en a pas mal qui partent en vrille. Et du coup, je n'étais pas complètement surpris, mais pour le coup, j'avais été plutôt teasé. Je me suis dit, waouh, c'est étrange. Et il se trouve que Titan, ça m'avait fait tout de suite penser au dessin animé que j'avais vu, hein, puisque ma gamine est toute petite, donc c'est un dessin animé sur lequel j'étais tombé plusieurs fois, puis mes neveux aussi, qui s'appelle Teen Titans. Donc c'est cette fameuse équipe dans le dessin animé, hein, où on a Robin, Cyborg, le personnage de Raven et Starfire. Et j'avais essentiellement vu ce dessin animé qui a d'abord avait une forme un peu plus sérieuse, puis une forme beaucoup plus comique, assez réussie d'ailleurs, qui s'appelle Teen Titans Go, si je dis pas de bêtises, et je suis plus sûr du titre, et qui pour le coup était assez drôle, complètement parodique. Donc un univers que j'avais surtout vu, moi perso, dans un dessin animé. Donc forcément le voir adapté en vrai avec des acteurs, et prendre un ton aussi sérieux et sombre, ça m'a tout de suite fait tiquer. Mais entre-temps, j'ai plutôt oublié, je me suis intéressé aux séries Marvel qui m'intéressent plus, dont j'ai beaucoup aimé les séries. J'ai fait une critique il n'y a pas longtemps des différentes dernières saisons, donc je vous y renvoie, notamment la saison 3 de Daredevil. Mais en l'occurrence, j'avais un peu oublié le truc, et là, donc ma compagne est revenue avec en me disant « Tiens, Titan, faudrait qu'on se le mate », et je me suis dit « Oui, effectivement, 11 épisodes, ça me fait plaisir. Le format est déjà un format qui m'intéresse plus, parce qu'en général, comme je disais, quand il y a 24 épisodes, c'est assez long, il y a beaucoup d'épisodes filler. Et moi, perso, je suis plus client de ça, honnêtement. Hein. J'arrive plus à regarder des séries aussi longues. Très vite, quand on sort de l'intrigue principale, j'ai pas envie d'attendre. Je suis un peu en mode... Oui, l'univers peut être passionnant, hein, ça peut m'avoir. Je vous renvoie à ce que je disais dans d'autres critiques, mais par exemple, The Good Wife avait réussi à me faire dépasser la 2e saison. Mais dès que la série commence à avoir 3, 4, 5, 6, 7 saisons, honnêtement, au bout d'un moment, je décroche, parce que pour moi, ça devient vite artificiel d'autant mettre en suspens les différentes intrigues. Je dis pas que les séries n'y arrivent pas et ne le font pas bien, je dis juste que moi, j'ai plus cette patience-là. J'y reviendrai peut-être, mais c'est peut-être aussi une question de rythme de vie, je sais pas. En tout cas, j'ai plus ce truc, j'ai envie d'avoir des séries plus tendues que ça. Et le nombre d'épisodes limité permet justement de garder cette tension. Et donc,
Titans a débarqué avec cette réputation. Je voyais un peu passer sur Twitter dans ma vie, et un peu débarquer Titans en mode voilà, c'est mauvais, il y a de la violence mais ça sert à rien, ça ressemble pas du tout ni à la BD ni à la série, c'est une adaptation au Quetch et tout ça. Alors du coup ça m'a donné vachement envie de voir, et puis surtout j'avais beaucoup aimé l'esthétique de la bande-annonce, alors je me suis dit personnellement je sens que ça va me plaire. Je me trompais pas tout à fait, mais je vais commencer par un petit pitch improvisé. Oui, excusez-moi, aujourd'hui, j'ai pas eu le temps de prendre des notes pour préparer ce podcast, donc je vais essayer de faire plus court que d'habitude. Parce que quand j'ai des notes, je me laisse aller et je prends plus de temps. Là, je vais essayer d'être un peu plus... voilà. Excusez-moi si c'est un petit peu décousu. Donc, pitch. Rachel Roth est une petite fille particulière. Elle fait des cauchemars terribles qui déclenchent en elle un pouvoir qui terrifie sa mère. Enfermée dans sa chambre, mal vue à son école, vivant dans une grande pauvreté, Rachel est toujours au bord de l'explosion avec cette créature qui apparaît dans le miroir dans son reflet et qui lui dit sans cesse de faire du mal et qu'elle a le pouvoir de le faire. Autour d'elle, une équipe bigarrée va bientôt se réunir. Cory, une femme capable d'émettre du feu et qui a perdu la mémoire. Garfield Logan, un jeune garçon capable de se transformer en bête et qui lui cherche simplement une famille. Et Dick Grayson, Robin, qui vient tout juste de rompre avec Batman et qui essaye de se créer une nouvelle vie loin de l'homme capé. Tous ensemble, ils vont essayer de comprendre ce qui arrive à Rachel, pourquoi elle est poursuivie par des gens extrêmement violents, pourquoi Cory a perdu la mémoire, et enfin pourquoi Dick ne veut plus être le second de Batman. Bon, c'est pas un pitch terrible, soyons honnêtes. La série est plus complexe que ça. On a notamment aussi les personnages de Dawn et de Hawk, Dove et Hawk, qui sont dans la série et qui ont un rôle très intéressant. Ce qui m'a marqué tout de suite, dès le début de cette série, vous m'excusez pour le pitch, je vous renvoie, pour une fois je vous renvoie clairement vers le teaser, désolé. J'espère que j'ai pas été trop confus. Mais encore une fois, j'ai pas eu le temps de l'écrire, désolé. Grosso modo, ce qui marque tout de suite, dès le début de la série, c'est son ton qui est extrêmement sombre, franchement désenchanté. Et ce qui fait plaisir, c'est que dès les premiers épisodes, on sent bien que chaque épisode a une boucle, quelque chose à dire, le dit, et on passe à la suite. Et quand on regarde la distribution et le nombre de réalisateurs qui est passé sur la série, ce qui fait plaisir, c'est de voir vraiment qu'ils ont vraiment laissé les réalisateurs taffer un peu chacun des épisodes, pas forcément avec un style différent, mais en leur laissant la possibilité de vraiment taffer. Et le nombre d'épisodes limités montre bien qu'ils avaient dans l'idée de faire quelque chose de vraiment marquant et de laisser à chaque épisode sa marque. Et force est de constater que ça fonctionne. Le ton de la série est clairement sombre et adulte. Moi qui avais l'habitude de voir les Titans en format ado, gamin, là je vous dis tout de suite que c'est pas le cas, c'est complètement adulte, oubliez, ne montrez pas cette série à vos enfants, c'est clairement pas le style. Les personnages sont clairement, adultes et sexués, et ça se voit tout de suite. Une des choses que j'ai beaucoup appréciées, une des qualités notamment de la série, au-delà de son ton sombre qui je trouve pour le coup fonctionne, puisqu'on est clairement dans un âge qui est quelque part, dès le départ, on est un peu en décrépitude, c'est-à-dire Dick Grayson, donc Robin, vend très vite la mèche dans la série qu'il a quitté Batman parce qu'il s'entend plus, parce qu'il est plus d'accord avec lui, et clairement, il défonce la gueule des gars qu'il rencontre quand il est en Robin, il a une sorte de violence qu'il n'arrive pas à contenir, et c'est pour ça qu'il s'est éloigné de Batman. Et c'est très intéressant d'avoir constamment en fond dans la série, la silhouette de Batman qui vient un peu remettre en cause constamment Dick, et qui est clairement un personnage connu dans cet univers. Tout le monde connaît Batman, tout le monde le respecte, tout le monde sait son importance. Du coup, forcément, quand les personnages différents apprennent qui est Dick, il se pose forcément la question de ce qui s'est passé et pourquoi il est plus aussi proche de Batman, qui est supposé être le symbole de la justice, comme ça, qui est quelqu'un de bien par définition. Qui plus est, qui fait partie de la Justice League, tout ça est acquis dans l'univers. Oui, il faut que je mette bien ça en exergue. La série se passe alors que la Justice League existe, clairement, elle est à maturité, mais on est déjà arrivé à un point où Batman est complètement esseulé, visiblement, il s'est pris la tête avec tous les autres,
Robin, donc Dick Grayson vient de partir, il a un deuxième Robin qui est là, qui s'appelle Jason Todd. Ceux qui connaissent la BD ou bien même les films d'animation savent qui c'est, donc je vais pas spoiler, mais grosso modo, parce que je risque de spoiler la série, mais grosso modo, il est très très violent, et on le voit dans une scène notamment qui est bien foutue. On comprend bien qu'il est un peu foufou. Et donc, on a comme ça tout l'univers de DC Comics qui est très très présent et très assis et qui a une sorte d'évidence. Ce qui m'a beaucoup plu, c'est que ne connaissant pas très bien cet univers, la série prend le temps de réintroduire chaque personnage qui arrive de manière précise et en étant, j'ai envie de dire, un maximum dans une forme de vraisemblance. Ce qui est étonnant avec cette série, c'est qu'elle, quelque part, c'est pour ça que j'avais envie d'en parler, elle fait un peu cousine avec les films du DC Universe, du DC Extended Universe, et notamment avec le style de Zack Snyder. Style que j'apprécie beaucoup, je vous renvoie à mes critiques des différents films du DC Extended Universe. Parce que j'ai fait une critique sur chacun des films. Et en l'occurrence, ça joue donc ce côté désenchanté, triste, sombre et mythique. Il y a clairement quelque chose du mythe chez chacun des personnages. On est face à des super-héros qui sont pour la plupart, mis à part peut-être Dick, qui choisit de se séparer de Batman, mais qui visiblement est encore un super-héros dans l'âme, tous les autres sont clairement dans une forme de vieillesse ou de rapport à l'acte super-héroïque qui est devenu beaucoup plus ambigu et beaucoup plus vraisemblable. Que ce soit Hawk et Dove, qui sont clairement des super-héros aux abois, je vous spoil rien puisqu'on les rencontre, je crois, dès le 2e ou le 3e épisode, et ils le disent clairement. Hawk, il a des soucis de santé, ils veulent choper un trafiquant d'armes pour lui braquer son argent, c'est-à-dire qu'ils vont l'arrêter, bon, c'est tant mieux, ils vont faire quelque chose de bien, mais en parallèle de ça, ils vont lui braquer son argent pour payer les opérations à Hank et pour pouvoir, grosso modo, prendre leur retraite. Donc on est clairement dans une forme de désenchantement du rôle du super-héros qui est constant dans la série et que je trouve pour le coup rend la série assez passionnante. Notamment parce que quand je dis qu'on est clairement dans l'univers, dans l'univers de la Justice League, si on n'a pas les personnages de la Justice League, le ton de la série c'est qu'on rencontre leurs sidekicks, leurs coéquipiers ou les gamins qu'ils ont élevés. On rencontre aussi bien le deuxième Robin, on est avec le premier Robin. On rencontre Hawk et Dove, mais on va aussi rencontrer d'autres sidekicks de super-héros, les sidekicks de Wonder Woman, de Superman et ainsi de suite. Je spoil à peine, parce que je trouve que c'est pas si grave de le savoir en amont, parce que c'est bien amené. C'est vraiment une des grandes qualités, c'est d'utiliser un univers qui, pour moi, pour le coup, est plus secondaire, plus souterrain. Des personnages qui, par définition, ont rarement leur place dans les films avec ces super-héros-là, ce qui est compréhensible, même si au départ, les films Justice League devaient aller dans ce sens-là et que ça a été abandonné par Warner Bros. Je vous renvoie à mes critiques des films du DC Cinematic Universe, du DC Extended Universe, pour comprendre où je veux en venir. Mais grosso modo, je trouve ça très bon, et à chaque fois qu'il y a un personnage qui est introduit, il est réellement introduit. C'est pas genre, il vient filer un coup de main, c'est, je sais pas, Kid Flash qui arrive, et bon, merci Kid Flash, salut. Non, il a un rôle dans l'histoire, il a quelque chose à apporter dans son rapport au personnage. Et ça, c'est très très bon. Honnêtement, c'est une des grandes qualités de cet univers-là. On sent vraiment que Greg Berlanti connaît vraiment bien l'univers de DC, parce que avec le Arrowverse, avec The Flash et ainsi de suite, forcément il le connaît très bien, mais il en a vraiment fait un tour, je trouve, exhaustif, qui lui permet du coup là d'être généreux, sans faire n'importe quoi. À la nuance près peut-être de la scène post-générique du dernier épisode, que je vais pas spoiler, mais qui pour le coup, de mon point de vue, est assez limite. Là on commence à toucher à la limite de leur système, mais je reviendrai là-dessus après avec notamment l'arrivée des personnages de la Doom Patrol. Je peux le dire tout de suite. Sans spoiler, à un moment donné, les personnages rencontrent une autre équipe de DC Comics que moi je ne connaissais pas, vraiment pas du tout, alors de très très loin, qui s'appelle la Doom Patrol, et qui ont donc un rôle important dans un épisode, et qui vont donc avoir leur spin-off que je n'ai pour l'instant pas vu. Mais la série prend le temps dans cet épisode de leur donner vraiment de la densité aux personnages de cette Doom Patrol. Il y a vraiment une ambiance différente qui va venir dans la série Doom Patrol, certes, mais qui, pour le coup, joue beaucoup avec la qualité de cette série Titans. On a des vraies rencontres. Quand on rencontre Hawk et Dove, on a vraiment une histoire de couple complexe, un rapport compliqué avec Dick Grayson notamment, je vous laisse découvrir pourquoi, les enjeux de leur histoire à eux, où ils en sont, qu'est-ce que c'est pour être des super-héros, et on a même plus tard encore une histoire sur la genèse de leur couple, qui est un très bon épisode. C'est globalement assez brillant, Titans. J'ai pas trouvé un épisode où il n'y avait pas des enjeux
d'écriture réellement intéressant. On a cet épisode autour de... On a, différents épisodes autour de chacun des personnages, mais grosso modo, par exemple, pour aborder le personnage de Garfield, donc de Beast Boy, on a ces épisodes avec la Doom Patrol, dont il fait partie au départ. Et ça, c'est vraiment une des grandes qualités. On a beaucoup d'épisodes qui portent le nom des personnages. On a par exemple un épisode qui s'appelle Le Faucon et la Colombe, donc Hawk and Dove, qui sont les deux personnages dont j'ai parlé. On a un épisode qui s'appelle The Doom Patrol. On a un épisode qui s'appelle clairement Jason Todd. On a un épisode sur Donna Troy, donc qui est, je crois que c'est Wonder Girl, si je dis pas de bêtises, la coéquipière de Wonder Woman. Un épisode qui s'appelle Dick Grayson, un épisode sur Cory. Et je trouve que ça marche. C'est-à-dire que c'est ça qui est brillant, c'est que ça leur fait du bien de prendre le temps de développer les personnages. Et c'est un vrai changement d'écriture dans l'univers de DC qui est très très bien négocié. J'insiste, cette intelligence d'avoir choisi de naviguer dans l'univers parallèle, grosso modo, des grands super-héros de cinéma, Superman, Batman, Wonder Woman, et ainsi de suite, peut-être Aquaman à un moment donné, j'en sais rien, Cyborg et autres, est une grande qualité de cette série, vraiment pour le coup. À voir si la série Doom Patrol va être cohérente avec ce qu'on a vu dans cette série Titans, puisque ils ont notamment un professeur qui s'est occupé d'eux et qui a pris soin d'eux, qui a fait d'eux des sortes de freaks. Vous verrez quand vous verrez l'épisode de la Doom Patrol ce que ça veut dire. Et il paraîtrait, je n'ai pas encore vu la série, que la série Doom Patrol serait dans une ambiance assez horrifique. Ça m'a l'air de coller avec ce qu'on a vu dans la série Titans, mais bon. On verra, j'en viendrai quand je ferai une critique de Doom Patrol. Si je pense que je vais la regarder, je pense que je ferai une critique, parce que la qualité a l'air d'être là. On verra à ce moment-là. Mais pour l'instant, je trouve qu'il y a une cohérence globale qui fait plaisir. Je trouve que quand les personnages arrivent, ils ont un enjeu à apporter, que ce soit Hank et Dove dans leur rapport avec Dick Grayson, puis dans leur rapport avec Rachel, le personnage de Raven, les personnages de la Doom Patrol et leur lien, avec Beast Boy, l'arrivée de Jason Todd qui clairement crée une relation forte avec Dick Grayson et qui est dans une sorte de rapport évidemment de concurrence qui fonctionne très bien. Les différents épisodes sur le passé de Rachel où on va rencontrer pourquoi pendant des années, pendant toute sa vie, elle a été plus ou moins cloisonnée. La rencontre avec le personnage de Donna Troy qui elle aussi a un très fort rapport avec Dick Grayson. Le passé de Hank et Dawn qui parle très très bien de cet univers et du pourquoi les différents super-héros deviennent ce qu'ils deviennent, et que les super-héros sont pas du tout préservés des tragédies, et je trouve en ce sens-là l'épisode est vraiment une petite perle, j'ai beaucoup aimé. Le passé grosso modo de Cory, et bien sûr le dernier épisode qui tourne encore beaucoup plus fortement sur Dick Grayson, qui est discutable, mais je vais essayer d'en parler sans trop spoiler. Bref, l'univers de la série est extrêmement dense et cohérent, et avec ce ton désespéré comme ça, c'est touchant tout de suite, je trouve, ça marche bien. Je pense que même si on s'intéresse pas à l'univers des super-héros, c'est une série qui est très vraisemblable, entre guillemets. Alors, faut m'entendre, hein. Il y a une des qualités ou des limites, je comprendrais qu'on le voit comme ça. La série est relativement généreuse puisqu'il y a peu d'épisodes. Visiblement, les moyens de production ont été là, et il y a pas mal d'épisodes avec des effets spéciaux, Starfire qui envoie du feu, Beast Boy qui se transforme en animal et tout ça, donc Dove qui lance donc cet univers, ces sortes de pouvoir noir, Raven qui lance donc ce pouvoir noir là, c'est dingue. Donc la série est relativement généreuse, mais je trouve que c'est globalement, il y a une bonne tenue dans les effets spéciaux, ça marche bien, à la nuance près du pouvoir de Beast Boy où il se transforme en tigre, et là on voit, je trouve que le tigre est un peu fake. C'est pas mal foutu pour une série télé, mais si t'avais ce genre d'effets spéciaux au cinéma, les gens diraient tout de suite non mais attends, il y a un souci, ça n'a pas été terminé, bref. Donc il y a quand même une limite. Je sais pas si c'était une très bonne idée de mettre Beast Boy dans la série du coup, parce que ça finit par rendre un petit peu kitsch l'effort de la série d'être très vraisemblable par moment. Mais globalement, je trouvais les effets spéciaux plutôt bien mesurés, et quand ça se lâche, ça se lâche. Et ça se double d'un côté cool, c'est que la plupart des personnages finissent par se battre à main nue. Et il se trouve qu'il y a eu une vraie application. Prends ça, Marvel Cinematic Universe à la télé. Hein. Prenez ça, série Netflix Marvel. Parce que je vous renvoie à mes critiques, mais je disais souvent que dans les séries Netflix Marvel, les scènes de combat avaient petit à petit, je trouve qu'il y avait de moins en moins d'applications
et qui s'était un petit peu endormi et que ça devenait un petit peu toujours les mêmes défauts, des plans bien faits qui se succédaient avec des plans beaucoup moins bien faits, voire carrément une certaine mollesse quand ils avaient carrément sous-estimé le sujet, par exemple dans la saison 1 de la série Iron Fist, où c'est un échec spectaculaire à cet endroit-là. Le personnage principal est supposé être un maître de kung-fu. Et ben je vous renvoie à la série, hein, il a l'air de tout sauf d'un maître de kung-fu, hein, c'est hallucinant. Et ben là, en l'occurrence, dans Titans, j'ai trouvé qu'il y avait une tenue globale des chorégraphies de combat qui étaient vraiment, on est dans la moyenne haute de la qualité. Il y a quelques plans qui foirent, mais globalement, quand ça veut être violent, ça l'est, il y a beaucoup d'impact. J'ai trouvé que c'était globalement assez cohérent, plutôt bien foutu. Quelques limites parfois, hein, le personnage de Cory notamment qui se bat, je trouve pas qu'elle soit particulièrement... ça fonctionne particulièrement bien. La série utilise pas mal la feinte du on se bat la nuit, donc on voit essentiellement des silhouettes, ce qui fait que on peut se permettre de faire des trucs un peu moins bien. Et c'est intelligent, ça évite d'avoir 75 chorégraphies extrêmement pointues et bien faites et impactantes. Ça coûte énormément d'argent, beaucoup de préparation, beaucoup de cascadeurs, d'effets spéciaux, tout ça, donc... C'est un moyen malin, je trouve, et je trouve que la série l'équilibre bien et n'en abuse pas trop. Il y a quelques combats comme ça dans l'obscurité, entre guillemets, ou avec essentiellement des silhouettes, et du coup, si c'est un peu moins bien fait, c'est pas grave. Ça ne se voit pas, hein, proprement parlé, et ça reste impactant, mais grosso modo, on a vraiment des séquences. La première séquence où Robin éclate des gars en leur cassant la gueule, il est très violent, il plante des mecs et tout ça, il est vraiment dans une grande violence. Pareil dans le deuxième épisode, quand il va sauver ses copains, vous allez voir, je spoil à peine, pareil, il est ultra violent, à chaque fois qu'il se bat. Les différents personnages qu'il rencontre et qui sont très très dangereux, il rencontre notamment une sorte de groupe de tueurs qui est une famille, je vous laisse découvrir, c'est assez foufou. Très très original pour le coup et assez foufou. Oui, je l'ai peut-être pas dit assez bien, mais c'est quand même un univers où les personnages sont très très bigarrés. Et l'une des forces de la série, c'est d'avoir donné de la vraisemblance à tous ces personnages-là. À la limite de la caricature, mais je trouve que la série n'y tombe pas parce qu'elle garde une sorte de noirceur. Il y a une chape de plomb en fait sur cet univers de super-héros qui le rend par définition vraisemblable. Si le monde était gavé de gens comme ça, avec des capacités, des pouvoirs et ainsi de suite, les choses deviendraient beaucoup plus sombres, je pense, de facto. Parce qu'on ne peut pas vivre dans une société où la justice est constamment mise dans les mains de gens qui ont des pouvoirs et qui peuvent se soustraire grosso modo à la justice sociale. Donc je trouve que c'est très juste. Mais on est à la frontière de la caricature, mais je trouve qu'on n'y tombe jamais, et ça c'est vraiment une grande réussite de cette série, là, un grand bravo pour le coup. Et donc en l'occurrence, pour revenir sur les chorégraphies de baston, ça marche très très bien, c'est très impactant de bout en bout, quand Jason Todd débarque et qu'on doit remarquer dans la chorégraphie qu'il est plus violent que Dick, c'est tout de suite lisible. J'insiste, c'est une qualité. Une scène de combat, ça doit raconter quelque chose. Ça doit être bien foutu, ça doit être impactant, selon le choix qu'on a fait. Ça peut être plus chorégraphique, ça peut être plus, entre guillemets, brutal et sanglant. Je vous renvoie à différentes critiques de différents films que j'ai fait où j'explique ça. Par exemple, dans ma critique de Daredevil, je développais ça, la question des chorégraphies de combat et de leurs différents styles, donc je vous y renvoie. Sachant qu'un jour ou l'autre, je vais faire une vidéo sur les chorégraphies de combat dans le cinéma en général, et les séries télé aussi d'ailleurs, et je parlerai de ça, des différents types et de ce que ça veut dire, ainsi de suite. Mais au-delà de la chorégraphie et de l'impact choisi, selon le style qu'on choisit, selon l'intensité sur laquelle on veut mettre le curseur, on raconte quelque chose, quoi qu'il arrive. La scène de combat il y a des méchants qui arrivent, il faut que je les tatane, c'est du vide, si c'est juste ça. Il faut raconter quelque chose. Donc, et là je trouve que dans cette série, c'est assez inattaquable. J'ai rarement senti, alors peut-être que je suis passé à côté, mais des scènes de combat forcées. La série a assez à raconter pour ne pas avoir à se gaver de ça, et du coup quand il y a des enjeux, et ça marche très bien. C'est vraiment classe, la scène... Il y a un épisode qui se passe dans un asile, la fuite à la fin quand Robin s'attaque au gars, mais c'est extrêmement violent, c'est vraiment très très réussi, et on comprend pourquoi Robin est comme ça. Vraiment, c'est un sans faute à ce niveau-là. J'ai beaucoup aimé les chorégraphies dans cette série-là, de quasiment de A à Z, et je vous parle pas des chorégraphies du dernier épisode, je veux pas spoiler. C'est vraiment du beau taf. Qu'est-ce que je pourrais rajouter sur cette série sans trop développer? Je voulais faire un épisode plus court aujourd'hui, je suis en train de faire un peu trop long. Mais grosso modo, mais je veux vous avoir tout dit, vous me connaissez, hein, je parle trop. Hashtag logoré, hashtag on me soignera jamais, hashtag je me soigne, mais je dois admettre qui je suis. Mais en l'occurrence, si je dois donner un autre élément que je trouve pour le coup réussi dans cette série, c'est le casting, que j'ai trouvé haut niveau. J'ai trouvé vraiment que ce soit Brenton Thwaites dans le rôle de Dick Grayson,
Eh ben, il m'a impressionné, il m'a surpris. Je vais finir par lui. Tegan Croft dans le rôle de Rachel, c'est un de ses premiers rôles. Et ben, elle est très bien. Anna Diop dans le rôle de Cory, elle a un look, elle arrive à donner un côté éthéré à son personnage et complètement badass. C'est dit par un moment donné Rachel dans la série, bah c'est vrai, elle est badass, ça marche très bien. Ryan Potter dans le rôle de Gar, donc de Beast Boy, et ben il a ce côté naïf, un peu perdu, mais en même temps qu'il va devoir se confronter à sa part sombre aussi, et ben il le joue très bien. Et comme la série est très bien écrite, ça marche très bien. On pourrait mettre comment dire, de gros bémols au couple de Hank et de Dawn, donc de Faucon et de Colombe, parce que c'est un peu des clichés, hein. Minka Kelly qui a les cheveux blancs comme ça, qui joue un petit peu quelque chose d'éthéré, et Alan Richson qui joue le rôle de Hank, une sorte de gros balèze comme ça, vraiment le caricature de l'américain avec le gros menton. Et ben non, c'est vachement bien écrit, les deux acteurs jouent vraiment bien, avec leurs limites de jeu, ben je trouve qu'on les sent pas. Ce sont des acteurs, je vous les mets dans une série entre guillemets lambda, vous n'allez pas les remarquer. Vous voyez, c'est genre la nouvelle victime ou le nouveau tueur de l'épisode 67 de Esprit criminel, ou plutôt 192 de Esprit criminel. Vous allez à peine les remarquer, même si c'est du bon taf, et comme je le disais dans d'autres critiques, les seconds rôles de séries télé américaines en général, c'est des gens, c'est des acteurs quoi, ils savent taffer, c'est vraiment du bon taf d'acteur à chaque fois. Mais là en l'occurrence, leurs personnages sont bien écrits, et du coup, ce que eux proposent en parallèle est bien géré. Le jeu d'acteur est plutôt bien géré, je trouve, même si on sent qu'à cet endroit-là, en général, on laisse les acteurs un peu faire dans les séries américaines. Vraiment, c'est un petit peu la limite de leur style, c'est qu'ils prennent pas trop le temps de faire des mécaniques. On sent que les acteurs sont laissés un petit peu à faire leur propre mécanique, à part s'il y a une synecdoque. Entre parenthèses, la synecdoque, c'est un geste, quelque chose qui est signifiant dans le film visuellement. Je donne l'exemple le plus connu que j'ai trouvé sur internet, c'est dans la série des Harry Potter, série que je suis en train de faire en ce moment. Vous pouvez mater les reviews si vous voulez. Oui, je me fais de la pub, désolé. En l'occurrence, dans la série des Harry Potter, on a ce fameux coup de la langue de serpent dans Harry Potter et la coupe de feu, et le fils Croupton qui le démasque à un moment donné grâce à la synecdoque. Voilà, ce petit coup, il est déguisé, il est dans un autre personnage, et il met un petit coup de langue, et le personnage en face, je crois que c'est son père, voilà, c'est son père, comprend qui c'est, parce que ce petit coup de langue, c'est son fils qui le faisait. Voilà. Donc c'est ça la synecdoque. Donc à part les synecdoques dans les séries télé américaines, en général, on laisse les acteurs plus ou moins gérer la mécanique, c'est-à-dire les mouvements, qu'est-ce que les personnages vont faire dans le plan. Et là, en l'occurrence, Hank, je trouve, et les personnages de Hank et Dawn sont bien écrits, leurs gestes sont cohérents, et notamment dans l'épisode de leur genèse, comment leur histoire a commencé, qui est vachement bien. C'est du très très bel épisode. Hein. Comment ils arrivent à surpasser un traumatisme ensemble, c'est du super taf. Bref. Et donc une bonne utilisation d'acteurs entre guillemets moyens. Et c'est pareil pour Curran Walters qui joue Jason Todd, il est vachement bien. Dès qu'il arrive avec son visage un peu écrasé comme ça, ses yeux sombres, tout ça, et on dirait qu'il a 14 ans, mais en même temps il est super vénère, ça marche tout de suite. On comprend tout de suite que c'est pas un Robin, qu'il est pas du tout la même chose que Dick Grayson, qui est une sorte de grand gars comme ça, un peu sombre, mais pour le coup plutôt héros, là où Jason Todd a clairement déjà une part de folie, ça se voit tout de suite dans l'attitude du personnage, c'est vraiment, vraiment bon, même si c'est pas toujours subtil, on comprend tout de suite où il est. Pareil pour le personnage de Donna Troy, qui est joué par Connor Leslie, donc Wonder Girl, qui arrive très bien dans la série, et qui apporte une sorte de côté super héroïque, hyper juste, là où la série on n'avait pas du tout. Au moment où on s'y attend plus, elle débarque et elle apporte ça, et c'est vachement bien foutu. Et donc je vais finir sur Brenton Twitties, qui joue donc le rôle de Dick Grayson, et qui pour le coup propose, je trouve, une vraie très bonne performance. Brenton Twitties, il avait joué notamment dans plusieurs films, hein. Il a déjà une petite carrière de cinéma tout à fait sympathique. Il a joué notamment dans le terrible Gods of Egypt, hein, l'échec artistique terrible de mon copain Alex Proya. Il faudrait peut-être que je fasse une critique un jour dessus, mais c'est un film qui est... J'aime tellement le cinéma d'Alex Proya que c'était vraiment dur de voir ce film, qui avait un visuel formidable pour une histoire absolument naze, mais c'était impressionnant, quoi. Des scènes spectaculaires pour un film complètement naze, c'était impressionnant. Bref. Donc Brenton Twitties, qui a déjà une belle carrière derrière lui, hein, qui avait joué dans Maleficent notamment, donc dans Gods of Egypt, mais aussi Pirates des Caraïbes, Dead Men Tell No Tales, je sais plus, c'est celui avec Salazar, avec Garcia Bernal, juste. Zut, j'ai plus le nom de l'acteur en tête, bon c'est pas grave. Donc voilà, il a déjà une belle carrière derrière lui, et donc il arrive pour jouer ce rôle de Dick Grayson, et je trouve que c'est le meilleur rôle, je l'avais jamais vu aussi bon. Il est sombre quand il faut, il est violent, on y croit, son côté leader est complètement... assumer ce côté super-héros qui a l'habitude de gérer des situations de crise, qui sait comment prendre les choses en main, qui sait comment se confronter à des adversaires beaucoup plus forts que lui, qui en même temps est d'une violence incroyable et qui a du mal à contenir, que voilà, avec Batman ça va plus du tout. C'est vachement bien. C'est
il est le leader du casting et je trouve que c'est absolument mérité, même si tous les autres acteurs sont à son niveau, j'insiste, ils sont vraiment bons. Tegan Croft en adolescente, entre guillemets, énervée et saoulée, grosso modo, par les adultes, mais aussi par le mode de vie dur qu'elle doit avoir, parce que voilà, à cause de son pouvoir. Et en même temps, touchante, parce que voilà, elle est dépassée par ce qui lui arrive. Ça marche aussi très très bien. C'est vraiment, vraiment du très très bon taf, cette série, globalement. Voilà, je pourrais finir simplement sur quelques bémols. Le premier, c'est le générique. En fait, c'est un générique très court où on voit des personnages de l'épisode qui apparaissent dans les lettres du mot Titan. Et je trouve que, même si l'idée est jolie de voir les personnages qu'on va voir, plus ou moins une sorte de pseudo-teasing de ce qu'on va voir dans l'épisode, dans les lettres du titre, je trouve la musique, notamment de la série, globalement assez inodore, assez... je m'en souviens pas du tout. Je trouve que c'est pas très marquant. Et c'est décevant parce qu'on a Clint Mansell notamment qui a bossé sur cette musique. Clint Mansell qui est un des compositeurs attitrés de Darren Aronofsky, donc notamment le compositeur de l'extraordinaire musique de Requiem for a Dream, mais aussi de The Fountain, enfin des BO comme ça qui étaient extraordinaires au cinéma. Et là, ça faisait longtemps que j'avais pas vu son taf. Il débarque sur Titan, il a fait une co-composition avec un autre gars. Bah, je vous le dis tout de suite, c'est décevant. Franchement, c'est un générique qui est... très court, ok, on a compris l'idée, on perd pas de temps avec le générique. Ça, pour moi, c'est pas un problème, mais il faut que ce soit marquant. L'image est marquante, mais la musique, pas du tout. Je mets au défi les gens de se souvenir de cette musique-là. Hein. Franchement, ça m'a laissé complètement froid. Donc c'est un de mes petits bémols. Et le deuxième bémol, je vais pas spoiler, mais c'est sur la conclusion. Autant le dernier épisode est relativement jouissif, puisque la première saison se finit au bout de 11 épisodes, ce qui pour moi est une qualité. Encore une fois, la série est pleine, et je suis bien content qu'il soit arrêté à 11 quand on obtient cette qualité-là sur 10 épisodes. Et le 11e épisode est très bien, mais on finit sur un cliffhanger que je trouve pour le coup assez putassier, parce que tout simplement ça va un peu n'importe où, notamment parce que la scène post-générique débarque un peu de nulle part aussi. Grosso modo, ça rabaisse le niveau de la série. C'est triste à dire. Hein. J'aurais été presque dithyrambique, je vous aurais dit que la série était globalement excellente pour une série de super-héros. Je trouverais même qu'elle était au-dessus du niveau de la plupart des séries de super-héros, avec son côté désenchanté, assumé, et son utilisation intelligente des pouvoirs qui, pour le coup, n'est jamais forcée, je trouve, dans la série. C'est vraiment très bon, globalement, avec une générosité, en plus, dans l'univers du DC Universe. Il y a des nouveaux personnages à chaque épisode, quasiment. On passe par des épisodes avec des styles très différents, en termes de réalisation, en termes visuels. On garde une cohérence dans l'écriture des personnages. Les personnages secondaires qui débarquent ont tout de suite un rôle et une force et une personnalité. Enfin, c'était vraiment du beau taf. Et on finit avec un épisode étrange. Je veux pas spoiler, mais qui dirait presque, en fait, toute cette série, si on se base sur le dernier épisode, hein, vraiment, toute cette série, c'est juste pour, grosso modo, explorer l'univers des sidekicks des personnages de la Justice League, notamment les principaux. Et voilà. Et on va encore vous en donner dans la deuxième saison. Franchement, c'est dommage. C'est vraiment dommage. L'épisode est bien, hein, il est sympa, hein, mais je trouve qu'il conclut vraiment mal cette saison et qu'il conclut mal, faut m'entendre. Il conclut... C'est pas... Il amène des éléments importants, notamment sur le personnage de Dick Grayson, et qui est clairement le personnage, le lead cast, qui est au-dessus un petit peu des autres en termes d'importance scénaristique. D'accord, pas de problème. Mais je trouve que c'est quand même dommage d'autant éloigner les autres personnages qui finalement restent un petit peu en suspens. On va dire que grosso modo pour Rachel et Cory on comprend un petit peu où ils sont arrivés. Par exemple le personnage de Beast Boy est clairement secondaire et je m'attendais à ce que dans le dernier épisode on ait un petit peu plus de profondeur pour lui aussi. Je trouve qu'il est un peu trop derrière. Et on a en plus le personnage de Wonder Girl qui arrive et qui est très très important comme ça et qui pour le coup je trouve aussi est un peu abandonné dans cette conclusion. Je comprends l'idée, on doit aller au bout d'une certaine idée, c'est une série qui est désespérée, donc je comprends l'idée et j'ai aucun problème avec une fin qui pour le coup est grise. Mais franchement, je trouve que ça conclut mal la série. Je trouve que ça l'amène à un endroit... Pareil, on a les personnages de Hank et Dawn qui sont laissés un petit peu de côté d'un seul coup. C'est une saison. La série n'a pas dit c'est 11 épisodes et vous aurez la deuxième partie en fin d'année 2019. C'est vraiment une saison complète. C'est-à-dire que la série aurait pu clairement arrêter d'être diffusée sur cet épisode-là. Ce qui pour moi est vraiment, pour le coup, une hérésie. Mais pas seulement en termes marketing, je peux entendre le truc, mais en termes de sens, hein, c'est vraiment dommage, c'est décevant ce dernier épisode. Je comprends pas pourquoi ça s'arrête spécifiquement là-dessus. Je trouve qu'il y avait encore des choses à conclure, notamment sur Hank et Dawn, qui sont très importants, qui sont pas dans un seul épisode, qui sont dans plusieurs. Il y avait encore des choses à dire sur Gar, notamment. Enfin, vous voyez le problème, il y a 11 épisodes, mais là on passe un dernier épisode vraiment étrange,
à conclure, grosso modo, sur le personnage de Dick, et c'est vachement bien sur plein de points, mais c'est décevant parce qu'il y avait d'autres choses à conclure pour une première saison. Si on fait une saison, il faut conclure les différents enjeux de cette saison. Et je trouve que les enjeux de Garfield, et notamment de Hawk et Dawn, ne sont pas tout à fait conclus. Et le personnage de Donna Troy a beaucoup trop d'importance pour être aussi laissé de côté dans le dernier épisode aussi. Je vous laisse découvrir pourquoi, j'ai spoilé un petit peu, donc je veux pas trop aller loin, mais c'est décevant. C'est vraiment le point faible de cette série, c'est ça, c'est ce dernier épisode qui vient, grosso modo, rien conclure de manière très satisfaisante, de manière assez satisfaisante, pour qu'on puisse se dire, la deuxième saison va renouveler quelque chose. Là, en fait, on va continuer l'histoire de la première saison. Et ça, pour moi, c'est aussi une faiblesse. C'est peut-être aussi, et je suis obligé de pointer, les faiblesses du style de Greg Berlanti, qui a l'habitude d'écrire des séries en 24 épisodes, qui par définition sont des suites d'histoires. J'ai pu constater dans les différentes critiques que j'ai pu voir, puisque j'ai pas vu les séries The Flash, chaque saison a un ennemi, donc on conclut réellement une histoire en 24 épisodes. Nonobstant, on va vers une saison suivante, donc il y a forcément des éléments qui amènent vers la saison suivante. Mais là, je trouve que visiblement, Greg Berlanti s'en est pas sorti dans cet univers aussi riche, à inclure des personnages très intéressants, et du coup à se retrouver à un moment donné à un point où il fallait bien continuer à aller vers quelque part, et en même temps conclure ce qu'il avait lancé, mais visiblement ils y sont pas parvenus, donc ils ont fait un épisode complètement badass. Le dernier épisode est vraiment badass sur plein de points, vous verrez pourquoi, je ne veux pas spoiler, mais c'est décevant par rapport à ce que toute la série met en place. Grosso modo dans la saison, c'est trop... il manque trop de choses à cette fin de série. Et c'est vraiment dommage, parce que je pense que ça affaiblit beaucoup la série. Et ça explique une dernière chose avant de vous laisser tranquille. Les critiques vraiment tranchées. Il y a vraiment des gens qui ont défoncé la série, estimant qu'elle était artificielle et que grosso modo, c'était juste de la violence pour de la violence. Une autre critique estimait notamment que la série concluait rien, et là je peux comprendre ça, mais en fait c'est exagéré. La violence est très bien utilisée dans cette série, on comprend complètement le ton, donc c'est une critique que je reçois pas du tout. Et je comprends qu'on ait l'impression qu'on conclut pas, mais si on réfléchit bien à la série, si ça conclut. Par contre, la forme du dernier épisode donne l'impression que la série s'absout de conclure des choses où elle avait encore un épisode pour le faire. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est comme si ça s'arrêtait à l'épisode 10, alors qu'il y avait encore l'épisode 11. Vous verrez en voyant la série ce que je veux dire. En tout cas, je vais m'arrêter là, mais je vous encourage à voir cette série, elle est vraiment bien, et c'est dans ma conclusion, je tiens à pointer quelque chose d'important. Je trouve que la maturité qu'amène cette série, notamment dans ce côté désenchanté, fait du bien aux séries télé de super-héros. Les séries télé de super-héros, même les séries Netflix Marvel que j'aime beaucoup, toute la série notamment... surtout la série des Defenders, que j'ai beaucoup aimé, n'avait pas non plus ce côté, on va jusqu'au bout, c'est quoi... Grosso modo, c'est quoi l'aurore des super-héros ? C'est quoi la fin des super-héros ? C'est quoi la limite ? C'est comme si qu'ils ne voulaient pas en arriver là pour pouvoir continuer à faire des épisodes. Et là, je trouve que Titans est une rare série qui ose enfin franchir ce cap et dire « et si ça merdait complètement ? Et si ça devenait déprimant ? Et si ça réglait plus rien ? Et si ça rajoutait plus de problèmes que ça n'en résolvait ? Où est-ce qu'on irait ? Les jeunes de ce monde-là, qu'est-ce qu'ils feraient ? Les jeunes super-héros, les jeunes personnes avec des pouvoirs, des particularités, qu'est-ce qu'ils deviendraient ? Eh ben, Titans, et je pense notamment à la série Doom Patrol, répond à ça. Répond un peu à ce côté, en fait... ça ne fait que créer de nouveaux problèmes, et c'est pas grave, mais ça peut être aussi déprimant. C'est pas forcément que des solutions. Les super-héros ne sont pas, pour moi, une solution à notre monde. Si je dois aller au bout du fantasme et être clairement dans l'affirmation de ce qui me pose problème à un moment donné dans le Marvel Cinematic Universe en général. Le côté réussi notamment de ces bandes dessinées de super-héros, chez DC aussi bien que chez Marvel, quand ils réussissaient vraiment une histoire, c'est quand ils assumaient une bonne fois pour toutes que les super-héros ne réglaient pas la question de l'humanité, ne réglaient pas toutes les questions. Même avec des pouvoirs exceptionnels. Parce que chaque nouveau pouvoir appelait des problématiques qui sont humaines. Je donne un exemple tout con, mais on a imaginons, je pense qu'il y en a un, mais un super-héros qui a le pouvoir de créer l'abondance sur Terre. Donc plus de problème de ressources. Ah oui, mais s'il n'y a plus de problème de ressources, il y a toujours des problèmes culturels. Il y a toujours des gens qui n'ont pas envie de vivre les uns à côté des autres, de se voir. Il y a toujours des terres qui appartiennent à un tel et puis pas à un autre. Vous voyez, ça règle pas tous les problèmes. Ça règle des problèmes, mais ça en crée des nouveaux. Ça donne de l'ampleur même à des nouveaux problèmes. Et je trouve que cette série-là est complètement, Titans est complètement dans cette mouvance-là, dans cette intelligence-là. Et il faut lui rendre.
J'ai fait un peu trop long, je pense que j'avais pas autant à dire que ça sur Titans que ça. En tout cas, je vous conseille de la regarder, vous me direz ce que vous en avez pensé. Si vous n'avez pas aimé, évidemment, aimé ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à commander. Merci beaucoup pour votre écoute, tweetez, Instagrammez, likez, dislikez, faites comme vous voulez, mais surtout échangez avec moi. Dernièrement, il y a beaucoup de gens qui m'ont fait des critiques très 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 intéressantes, notamment, je vous renvoie, hein, je vous enjoins à lire les commentaires, il n'y en a pas 60 000 sur mes vidéos de toute façon, évidemment. De ma vidéo sur Nicky Larson, j'ai eu des retours très très intéressants, notamment de quelqu'un qui était assez virulent, mais qui pour le coup m'a donné à nuancer mon point de vue. Ça me permet de teaser tout de suite aujourd'hui, je vais bientôt vous faire une critique de Battle Alita, Alita Battle Angel, donc l'adaptation de Gun, qui ne s'appelait Gun qu'en France en fait, hein, donc d'Alita Battle Angel par Robert Rodriguez, produit par James Cameron, attention. Et je vais reparler du coup un petit peu des adaptations de manga en cinéma, et je ferai du coup un petit erratum probablement sur ma critique de Nicky Larson, où j'ai été globalement gentil, mais peut-être un peu trop sur un point précis, notamment qu'on m'a fait remarquer dans un des commentaires, et du coup j'en parlerai. Voilà, c'était un petit teasing. Merci beaucoup de votre écoute, j'ai fait beaucoup trop long aujourd'hui, ça me fait... N'hésitez pas à faire des commentaires, ça me motive à mort, c'est vraiment très agréable, merci encore à ceux qui les ont fait. On se retrouve bientôt pour un prochain épisode de HO, prenez bien soin de vous les amis, à bientôt, ciao ciao.